Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Cette période correspond à la 26e édition de la Semaine nationale du cerveau. Elle a commencé hier et se terminera le 17 mars. Pour aborder ce sujet si passionnant qu'est le cerveau, je reçois le docteur Roux Alexandra, médecin neurologue en libéral à Marseille. Le 15 mars sera la 24e journée du sommeil. Pour cela, je reçois également Clémence Mazat, spécialisée dans le sommeil et plus particulièrement dans le sommeil des enfants de 0 à 10 ans. Elle est consultante pour les Fées de beaux rêves. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Clémence Mazat, vous n'avez pas pu nous rejoindre sur le plateau de Radio JM, mais vous êtes avec nous par téléphone. Docteur Roux, vous êtes venu pour la Journée internationale de l'épilepsie le 13 février dernier. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio JM. La Semaine du cerveau offre une opportunité de 7 jours pour explorer le cerveau et les progrès réalisés en neurosciences. Au menu conférences, ateliers, expositions, projections et rencontres avec les acteurs de la recherche. Cette manifestation internationale se déroule simultanément dans une centaine de pays et plus de 100 villes en France. Son objectif principal est de sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau. Docteur Roux, in utero, à quel moment le cerveau est-il fabriqué ? Alors, le cerveau apparaît très tôt au moment du développement embryonnaire. On estime que dès 3 semaines apparaît une structure qui s'appelle le tube neural et qui est le précurseur du système nerveux. Le développement se poursuit ensuite tout au long de la grossesse et à la naissance, la plupart des structures du système nerveux sont en place. Ensuite va se poursuivre un mécanisme de maturation cérébrale qui se poursuit au cours de l'enfance, de l'adolescence et même au stade de jeune adulte. Quelles sont les différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin ? Alors, des différences structurelles sont difficiles à mettre en évidence entre les hommes et les femmes. On va noter surtout une variabilité interindividuelle qui va dépendre des facteurs sociaux et culturels. Ce qui a été retrouvé en recherche, ce sera principalement des différences de connectivité cérébrale, c'est-à-dire des différences dans la façon avec lesquelles les différentes régions cérébrales sont connectées entre elles, ce qui peut entraîner des différences parfois comportementales et puis surtout des différences de réponse, notamment au traitement des émotions, donc des différences de réponse émotionnelle face à un même stimuli. Alors, comment fonctionne la mémoire et quels sont les différents types de mémoire ? Alors la mémoire est un mécanisme très complexe, ce n'est pas une seule structure qui est responsable de la mémoire, ce sont vraiment des réseaux et différentes régions qui sont connectées entre elles. Le mécanisme se fait par étapes, il y a d'abord l'encodage qui va permettre l'enregistrement initial de l'information et de le garder en mémoire sur un temps très court. Ensuite, il y a le stockage de ces informations et là ça se fait dans différents types de mémoire. Pour en citer quelques-unes, il y a d'abord la mémoire à court terme ou la mémoire de travail qui permet de retenir par exemple un numéro de téléphone pendant quelques secondes, quelques minutes, mais qu'on va vite oublier. Et ensuite la mémoire à long terme qui se sépare en mémoire qu'on appelle déclarative. Au sein de ce type de mémoire, il y a la mémoire épisodique, c'est la mémoire de faits très spécifiques vécus dont on va se rappeler. Et la mémoire sémantique, ça ce sera les connaissances générales qu'on peut avoir au sein d'une population. Et la mémoire non déclarative, ce sera principalement la mémoire procédurale, c'est la mémoire des savoir-faire, par exemple comment faire du vélo, c'est un type de mémoire mais on le fait de façon un petit peu inconsciente, on sait le faire. Ensuite, toutes ces informations doivent être consolidées, donc il y a le phénomène de consolidation de la mémoire, de renforcement des souvenirs. Certains souvenirs vont être gardés, d'autres vont être un petit peu éliminés ou en tout cas cachés. Et ensuite, très important, les phénomènes qui permettent la récupération des informations stockées au sein de la mémoire qui passent également par d'autres réseaux. Et toutes ces différentes étapes de la mémoire, en fait, sont situées dans différentes régions du cerveau qui sont très connectées entre elles et qui permettent que tout fonctionne correctement. Alors, comment les émotions sont-elles traitées dans le cerveau ? Alors de la même façon que la mémoire, les émotions font appel à différentes structures au niveau du cerveau. Ça va d'abord passer par la perception de l'émotion, donc ça fait appel aux différents sens qui va permettre d'identifier le stimulus extérieur. Ensuite, il va y avoir, selon le stimulus, une activation de différentes régions cérébrales, qu'on soit face à une émotion
plus à type de joie ou plus à type de peur. Et également la mémoire qui est sollicitée. Il y a une mémoire émotionnelle, on se rappelle de différentes émotions. Toutes ces informations sont intégrées dans différents systèmes en fonction que ce soit de la joie, de la peur. Ce sont des réseaux qui peuvent être différents, qui sont ensuite régulés à travers des filtres pour permettre de créer une réponse adaptée au contexte social et à terme une réponse corporelle adaptée, c'est-à-dire la fuite ou le rire ou le sourire pour répondre de façon adaptée à l'émotion qu'on a perçue. Quels sont les effets du stress sur le cerveau ? Le stress globalement est assez néfaste. Les mécanismes sont multiples, notamment au niveau hormonal, différentes hormones ou l'adrénaline qui peuvent affecter le cerveau et son fonctionnement. Le stress entraîne souvent aussi des troubles du sommeil, on y reviendra après, mais troubles du sommeil qui peuvent altérer ensuite le fonctionnement du cerveau. Il peut y avoir par exemple des problèmes de cognition, des problèmes de mémoire, des problèmes attentionnels, des problèmes dans la prise de décision, donc des mauvaises prises de décision liées au stress, donc un cerveau qui fonctionne globalement moins bien sous le stress. Et on pense maintenant aussi que le stress chronique peut entraîner une perte globale du volume cérébral sur le long terme. Comment le cerveau traite-t-il la douleur ? Alors là aussi, c'est un réseau très complexe. La douleur est traitée à travers différents systèmes. Le premier, ce sera d'abord la perception de la douleur, donc qui passe par des récepteurs à la douleur qui se trouvent un peu partout sur le corps. Ça s'appelle des nocicepteurs. Ces récepteurs, ils vont créer un signal douloureux lorsqu'ils reçoivent un stimulus. Alors c'est souvent un stimulus de danger, une brûlure, se faire mal, en gros une lésion corporelle qui est en train de se créer. Ce signal est ensuite transmis le long des nerfs périphériques jusqu'à la moelle, où il peut être un petit peu modulé. À terme, il va arriver au cerveau en suivant donc des fibres dédiées, notamment les fibres qu'on appelle thermoalgésiques, qui sont des fibres spécifiques, c'est pas la même sensibilité que la sensibilité normale, et qui va arriver dans les différents cortex, notamment le cortex sensoriel, qui va traiter l'information douloureuse. Cette information douloureuse va en tout cas via ce cortex sensoriel, il va y avoir des connexions vers d'autres aires du cerveau, notamment les aires motrices, pour créer encore une fois une réponse adaptée à la douleur. Par exemple, si on est en train de se brûler sur un objet chaud, ce sera le retrait de la main, par exemple, pour éviter qu'il y ait des lésions cutanées. Qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? Comment peut-elle être exploitée pour améliorer les capacités cognitives ? La plasticité cérébrale, c'est la capacité à s'adapter selon l'environnement, selon les apprentissages, selon ce que l'on vit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de la vie, il n'y a pas de création de nouveaux neurones, ça ne se répare pas, mais les neurones qui existent et qui sont présents peuvent être modulés donc par ces différentes stimulations. Et en quelque sorte, ça va les stimuler pour créer de nouvelles connexions entre eux. Donc pas de nouveaux neurones, mais des nouvelles connexions qui peuvent être possibles. On peut imaginer du coup que c'est très important après des lésions cérébrales, notamment un AVC, parce que le cerveau ne va pas se régénérer. Par contre, il y a une capacité des neurones non touchés par l'AVC de créer des nouvelles connexions pour compenser la perte de fonction initiale. Et donc c'est très important par contre de les stimuler, ces neurones, pour leur permettre de créer ces nouvelles connexions, donc pour leur permettre de faire de créer de nouveaux apprentissages, de nouvelles fonctions ou une rééducation après une lésion cérébrale. Alors pour finir avec vous, comment les troubles du sommeil altèrent notre cerveau ? Alors le sommeil, c'est très important sur le fonctionnement cérébral, c'est notamment essentiel à la mémoire dont on a parlé tout à l'heure. La consolidation de la mémoire, donc le renforcement des souvenirs, se fait essentiellement au cours du sommeil lent profond. Un cerveau en privation de sommeil fonctionne également moins bien, même si on ne le ressent pas forcément. Il peut y avoir des troubles de l'attention, des troubles lors des prises de décision, et ça peut également à terme entraîner des troubles de l'humeur, du stress, de l'anxiété, qui va être donc néfaste pour le cerveau, pour nos interactions sociales, pour la mémoire. Merci beaucoup. Clémence Mada, quels sont les différents stades du sommeil et que se passe-t-il dans chaque stade, s'il vous plaît ? On peut découper cela en 4 stades. Il faut savoir qu'un cycle de sommeil chez l'adulte dure environ 1h30 à 2h. Et donc, on enchaîne à peu près 4 à 6 selon la durée de la nuit. Donc, d'abord, il y a le sommeil lent très léger.
Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on est en train de s'endormir, mais si quelqu'un nous réveille, on se dit bah non, je dormais pas, tu dis n'importe quoi. Donc on n'est pas encore vraiment dans le sommeil évidemment lent, léger qui suit. Où là on entend encore des bruits, mais on comprend plus les conversations. Et pour le coup là, si quelqu'un nous réveille, on se dit ah bah oui, j'étais bien en train de m'assoupir. Ensuite, il y a le sommeil profond. Donc là, on n'entend plus rien du tout. On est coupé du monde. Donc c'est là où la régénération de toutes les fonctions du corps se fait. Et le sommeil profond, il faut savoir qu'il intervient tout au long de la nuit, mais il a une proportion plus importante en début de nuit. Ensuite, il y a le sommeil paradoxal qu'on apparente au sommeil des rêves. Donc là, c'est le cerveau recharge les batteries. On digère les émotions passées. Il faut savoir que les paupières bougent. C'est ce qu'on appelle le REM, le sommeil, REM sommeil, c'est-à-dire Rapid Eye Movement. Mais il y a une paralysie du corps. Et puis ensuite, il y a un moment de latence et on enchaîne un autre cycle. Donc on enchaîne, comme je le disais tout à l'heure, 4 à 6 cycles dans la nuit à peu près. Quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil à long terme sur le corps et l'esprit ? Alors, il y en a beaucoup. On va dire qu'il peut y avoir un affaiblissement du système immunitaire. Donc là, bon, c'est une privation de sommeil quand même assez importante. Il peut y avoir des troubles de l'attention, de la mémorisation. Je pense que le docteur Roux a fait le tour. Mais aussi, effectivement, des problèmes relationnels, des troubles de l'humeur. Donc, c'est là où il va y avoir des conflits potentiellement au sein de la famille, au sein du lieu où on travaille. Ensuite, il ne faut pas oublier que le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé comme, enfin, la privation de sommeil, pardon, est utilisée comme une torture, hein, et qu'on considère que c'est plus létal que, par exemple, le manque de nourriture. Donc, somnolence, si on manque de sommeil, et donc attention au volant. C'est quand même assez, enfin, on considère que c'est pire que les drogues, hein. Donc, c'est quand même pas rien de manquer de sommeil. Comment l'environnement de sommeil, donc température, lumière, bruit, etc., affecte-t-il la qualité du sommeil ? Bah, du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, je vais prendre la question un petit peu à l'envers, il y a plusieurs choses qui peuvent favoriser un bon sommeil. Donc notamment une température fraîche, on s'endort plus facilement lorsque la température corporelle chute. Donc ça c'est important, même il est conseillé pour les adultes d'avoir une température encore plus fraîche que pour les enfants. Les enfants considèrent entre 18 et 20, c'est parfait. Donc les adultes, ça peut être encore plus frais pour un bon sommeil. Ensuite, concernant la lumière, il faut savoir qu'on a un rythme biologique interne avec des fonctions associées qui vont influer sur le sommeil. Donc il y a le rythme cardiaque et les hormones notamment. Et donc ce rythme, il a besoin d'être remis à l'heure tous les jours. Et ce, grâce à la lumière. Car il faut savoir que l'horloge biologique interne dure plus de 24 heures. Donc si la lumière est présente au mauvais moment, par exemple le soir, tard, avec les écrans notamment, cela dérègle tout le rythme circadien. Donc c'est vraiment l'absence de lumière qui va déclencher tous les processus qui amènent les fonctions du sommeil, enfin les aides au sommeil, notamment l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et il faut savoir que le vrai fléau concernant les problématiques de sommeil de nos jours, c'est clairement la pollution lumineuse. Donc l'idéal, ce serait de vraiment faire attention à tout ce qui est lumineux. Alors, que conseillez-vous à nos auditrices et auditeurs pour améliorer leur endormissement ? Alors, on pourrait commencer par déconnecter. Ça, c'est compliqué de nos jours, je crois. Mais en gros, pas de travail le soir, pas d'écran au moins 1 heure avant de se mettre au lit. Et ce qui serait vraiment idéal, je ne sais pas si quelqu'un le fait chez vous, mais en gros, c'est de ne pas prendre son smartphone avec soi dans la chambre. De vraiment être strict sur cela et de laisser le smartphone dans le salon, dans un placard et vraiment avec soi, pas de téléphone. Ensuite, c'est pas mal de préparer le sommeil avec une lumière tamisée. Donc, par exemple, si on fait une routine avec de la lecture, pourquoi pas le faire avec une lumière la plus tamisée possible et des coloris plutôt chauds, donc orangé, jaune, rouge. Et puis ensuite, une fois qu'on dort, enfin une fois qu'on arrête notre lecture ou notre routine, avoir le noir le plus total. Donc, il faut faire attention quand même à tout ce qui est volé, ajouré.
Idéalement, pas de sport trop proche du coucher. Après, ça, c'est à évaluer chacun parce que ça peut ne pas avoir d'impact chez certains individus. Mais c'est vrai que le sport vraiment trop proche du coucher peut vraiment gêner l'endormissement. Une température très fraîche, on l'a dit tout à l'heure. Et puis ensuite, si vraiment l'endormissement pose souci, pourquoi pas essayer des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de méditation pour essayer de lâcher prise sur le quotidien. Merci. Par ailleurs, dans l'émission du 6 février avec le docteur Caruso et Lionel Lévy sur l'immunité, j'ai fait des recommandations sur comment améliorer la qualité de son sommeil. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site Radio JM. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.